Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. Aujourd'hui, je suis avec Charles Estigui et avec François Parisien. Bonjour messieurs. Salut David. Bonjour, ça va? Salut François. Ben oui, super, merci. Alors, messieurs, on est ici aujourd'hui pour parler d'une grande controverse dans le monde cycliste. Qui a annoncé une série de nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Parmi ces nouveaux règlements-là, il y a la manière de disposer de ces déchets, donc de ces sachets de gel ou de ces bidons. Il y a aussi des règlements concernant les barrières à l'arrivée principalement des différentes courses, donc des obligations pour les organisations de revoir la manière d'avoir des barrières plus sécuritaires, évidemment, là, c'est devenu une obligation après l'accident terrible de Fabio Jacobson qui a failli lui coûter la vie et qui lui a coûté sa saison, sa dentition et sa mâchoire autour de Pologne l'an dernier. Mais il y a deux petits trucs dans les règlements qui ont surtout fait la manchette et c'est l'interdiction nouvelle de la position qu'on appelle le super tuck, donc cette manière en fait là, de se glisser la fourche par-dessus le tube du dessus du vélo et de mettre son poids sur la roue avant pour être le plus aérodynamique possible dans les descentes. Et il y a aussi cette autre position aérodynamique qui consiste à s'appuyer les avant-bras sur le guidon, donc pour être un peu plus penché. Deux positions qui seront bannies par l'UCI. Ce sera passible d'amende, donc si on les pratique en course. Et je vais voir avec nos deux invités cette semaine, étant donné que le peloton semble assez divisé sur la question. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Dans le public, il y en a qui trouvent ça épouvantable. D'autres qui disent qu'enfin l'UCI fait quelque chose avant qu'il y ait une catastrophe. Euh, François, j'ai envie de commencer par toi parce que je sais que tu es un grand fan de l'UCI. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça exactement? Mais en fait, moi, j'amènerais ça sur deux points vraiment distincts par rapport à cette réglementation-là. Premièrement, bon, faut savoir que moi, je suis complètement contre. Je suis un ancien coureur professionnel, donc j'ai fait ces positions-là. C'est d'ailleurs des positions depuis que le vélo est vélo, hein, ça existe ces positions-là. Donc, s'asseoir sur son top tube, c'est là depuis 20-30 ans. Même chose pour mettre les avant-bras sur le devant du guidon. C'est là depuis 20-30 ans. Moi, personnellement, j'ai pas vu aucun mort, j'ai pas vu aucun crash massif dans ma carrière par rapport à ces deux positions-là. Donc, premièrement, moi, je suis complètement contre. Mais, ceci dit, je comprends que Lucie veut faire un effort pour essayer d'améliorer les choses. Par contre, ça serait bien que l'UCI commence à regarder de son côté de la clôture avant de continuer à pointer le doigt vers les coureurs. Puis malheureusement, l'UCI font ça presque à chaque année. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, ils voulaient interdire les couvre-chaussures, ils voulaient interdire une certaine hauteur de chaussettes, ils voulaient interdire plein de trucs que les cyclistes professionnels utilisent, alors que c'est complètement inutile, selon moi, dans les résultats de course. Et en bout de ligne, Lucie, ce qu'il faut qu'elle fasse attention, c'est que les résultats de course soient de bons résultats de course. Et pour ce faire, je pense pas que d'interdire une certaine position en descente qui est utilisée depuis 30 ans va changer grand-chose. Ça, c'est mon point numéro un. Mon point numéro deux, c'est qu'il est grand temps aussi que les coureurs, ils commencent à se regarder puis qu'ils commencent à s'entendre avec une vraie union, un vrai syndicat des coureurs. C'est pas pour rien que autant ASSO que les directeurs d'équipes de course, les propriétaires d'équipes de course, et l'UCI se tirent la couverte d'un bord puis de l'autre, puis qu'à chaque fois, les coureurs n'ont aucun poids dans les décisions. Peu importe ce que les coureurs veulent, les décisions sont prises. Donc, il est grand temps qu'une fois pour toutes, les coureurs se mettent ensemble, qu'ils forment un vrai syndicat, puis que quand quelque chose ne passe pas vraiment leur affaire, ils font une assemblée, comme un vrai syndicat, ils passent un vote, puis qu'une fois que le vote est passé, les 700 coureurs professionnels s'enlignent, comme dans la NHL. Puis s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de course, puis c'est pas vrai que les propriétaires d'équipe puis les organisateurs sont capables d'aller chercher des sous-catégories pour faire du pour remplissage de peloton une fois que les équipes se retirent. Il Des faut qu'il y ait scams. vraiment une force. Exactement, parce que c'est ça qui arrive Ouais. en ce moment. Tu sais, quand les coureurs disent non, on n'est pas d'accord, ben premièrement, il y en a la moitié qui est d'accord, puis l'autre moitié qui se disent ben si les gros noms du coureur veulent pas courir,
Moi, je suis ici le petit pro là, qui n'a pas souvent sa chance. Moi, y aller à la place. Je vais me plier à Lucie, je vais me plier au directeur d'équipe, puis je vais y aller à ta place. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Il faut que les coureurs arrêtent de se manger à laine sur le dos, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils prennent des vraies décisions collectives au lieu de s'arracher, au lieu de se tirer la corde d'un bord puis de l'autre, puis qu'on ait une vraie cohésion qui est capable de faire face à des décisions ridicules de l'UCI. C'est pas la première, puis ça c'est pas la dernière fois non plus. Non. Le principal problème, puis c'est Matteo Trentin qui le disait quand il a vu les réactions de plusieurs coureurs. Il dit on a envoyé 800 courriels en novembre avec justement les suggestions des nouveaux règlements, dans lesquels figuraient justement ces différents règlements-là, donc par rapport à ces deux positions-là, entre autres. Il y a 16 personnes qui ont téléchargé le document au total. Puis on a aussi une guéguerre entre le CPA, là, qui est on va dire le syndicat actuel là, dont le leadership est contesté et même l'utilité est contestée, puis l'émergence d'un nouveau syndicat de coureurs, donc une union des cyclistes là, professionnels. Là. Donc, tout ça mis ensemble fait que, puis un désaveu aussi du CPA, je pense, de la part des coureurs. Là. Donc, justement, ils reçoivent le courriel, puis en même temps, je disais de Secret Pro, il disait qu'il n'avait rien vu de ça, tu sais, donc c'est difficile à suivre. Là. Les En même coureurs peuvent temps, seulement réagir. Oh, excuse-moi, vas-y, non, Charles. vas-y, François. Vas-y, t'es lancé. J'allais juste dire que les coureurs, dans le fond, ils peuvent seulement réagir par rapport à ce qu'ils ont vécu par le passé. Les syndicats des coureurs professionnels par le passé, ils ont donné ça. Ouais. Zéro puis une barre. Fait que c'est normal que les coureurs sont complètement désengagés parce que peu importe ce qu'ils vont voter, ça va rien changer aux décisions. Puis c'est là mon point. Il faut qu'ils se réveillent à un moment donné. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils se font manipuler autant par assaut, autant par les directeurs, les propriétaires d'équipe, puis autant par l'UCI. Puis c'est un problème majeur. C'est le problème du cyclisme. Ah, quand même. Ce Charles, qui est qu'est-ce que sournois tu allais dans dire? le. Ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est sournois dans la façon dont c'est fait, c'est que c'est présenté en bloc. Puis ce serait, bon, que 16 ou 18 coureurs sur 800 aient downloadé le fichier, ça dit effectivement qu'ils sont désengagés. Et puis ça Mhm. leur enlève un peu de capacité à chialer sur ce qui se passe. Sauf que c'est présenté un peu comme un bill omnibus, un espèce de grand Ah ouais. fourre-tout dans lequel il y a différentes affaires qui va. Tu sais, les gens ont dû se retenir un peu avant de dire on n'est pas tout à fait pour parce il y a une réglementation là-dedans qui vient régler ou en tout cas sécuriser les fins de course pour éviter ce qui est arrivé à Jacobson l'année passée. Mhm. Tu veux pas, tu peux pas être contre ça véritablement. En même temps, Non. ça règle pas complètement le problème parce que 50 mètres après la ligne d'arrivée, il y a des photographes qui barrent le trois quarts du chemin. Mais bon, Ouais. ça Et fera voilà. quelqu'un dans qui rentrer une fois gagné un sprint massif. Mais bon, ça semblerait que c'est pas très important pour l'instant. Je suis assez en désaccord. Puis tu sais, j'ai une position de gérant d'estrade, contrairement à François qui a été dans Mhm. le peloton professionnel. Tu sais, l'argument qui est servi par l'UCI ou par tout le monde qui est sensiblement d'accord avec ça vient dire c'est un mauvais exemple pour les cyclistes amateurs que nous sommes. OK, mais rouler un bike de contre-la-montre à 70 km/h dans des courbes, dans ce cas-là, c'est un très mauvais exemple. Et c'est probablement beaucoup plus dangereux que de rouler en super toc à 80 km/h. Tu sais, ce que je comprends pas, c'est l'ordre dans lequel c'est fait. Me semble, j'essaie de gérer par priorité. Je suis conscient qu'on peut pas tout gérer par gros bon sens dans la vie, mais là, on dirait Ouais. tu sais, on est à compte courant pour se dire, on va vous passer de quoi en travers de la gorge qui fait pas véritablement le bonheur de grand monde, puis qui règle pas assez peu de choses en fait, là. Je comprends l'argument de dire euh, il n'y a pas encore d'accident qui est arrivé, mais il va en arriver un. Ouais, OK. Oui, c'est tout à fait possible, mais tant qu'à ça, la liste des accidents potentiels qui ont beaucoup plus de chances d'arriver qu'avec un super toc est longue comme le bras. Fait que Ça reste que c'est voilà. des coureurs Ça professionnels. Là. Tu sais, le truc de l'exemple, pour moi, c'est complètement absurde. Là. Tu sais, ben complètement. tant qu'à ça, tu sais,
interdisons, on devrait avoir interdit les bagarres puis les mises en échec vicieuses au hockey depuis longtemps. Puis, tu sais, je peux faire une liste comme ça de tous les sports professionnels. Oui. Puis, Mais les gars, justement, tu viens de le dire, sport professionnel. La définition d'un sport professionnel, c'est que c'est des professionnels qui le pratiquent. Alors, au lieu d'essayer de montrer une mauvaise image, que je pense que c'est pas une mauvaise image, de démontrer qu'un professionnel est capable de manipuler son vélo d'une certaine façon, je pense pas que c'est une mauvaise image. non. Je pense qu'on devrait plutôt essayer d'instruire les jeunes coureurs puis les cyclistes qui n'ont pas la même dextérité, les instruire à comprendre leurs limites, puis pourquoi il ne faut pas aller outrepasser nos limites. Je pense qu'elle est là, l'éducation à faire. C'est pas en essayant de cacher quelque chose, mais si vous avez l'UCI, l'Omerta, cacher des choses, c'est pas la première fois qu'ils veulent faire ça. Donc, ça va en ligne exactement avec ce qu'ils faisaient par le passé. Il n'y a pas un petit quelque chose aussi de l'UCI, tu sais, qui, j'ai envie de dire, pour une fois, veut prendre son rôle au sérieux, mais c'est pas encore trop comment faire. Puis, je sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire, mais c'est un peu sa job, l'UCI, de faire des règlements, là, tu sais, c'est un peu sa job de décider c'est quoi les paramètres dans lesquels le sport va se pratiquer. Donc, et pourtant, tu sais, on a comme délégué ça aux organisations, on n'a pas trop voulu s'en mêler, puis là, on essaie d'y arriver, on essaie d'en faire, on essaie de faire des trucs, bon, qu'on le fasse justement, qu'on oblige les organisations à avoir des nouveaux types de barrières. Personne ne va être contre ça, rendre les arrivées plus sécuritaires, même Oui, si. mais ça fait combien de temps que les coureurs le demandent? Les barrières, pas plus tard qu'au Tour de Provence, il y a à peine 3 jours, encore une fois, il y a un Mhm. spectateur qui était par-dessus la barrière puis qui a fait tomber. Je suis bien désolé, mais nous, Ouais. notre terrain de jeu, là, c'est la route. C'est Mhm. pas 2 pieds à l'intérieur de la route, c'est la route. Ouais. Fabriquer des barrières en fin de course qui sont adaptées avec des pieds qui sortent pas pour pas qu'on puisse rentrer dedans puis tomber. Voyons donc, ça fait 10, 15 ans qu'on en parle. Alors, oui, je suis d'accord que l'UCI fait des règlements, ils sont là pour faire des règlements puis sécuriser les choses. Mais il me semble que la liste est longue dans ce qu'ils ont encore à faire avant de regarder sur d'autres affaires qui, selon moi, n'ont pas vraiment d'impact sur la course. Bon, parlons-en justement. Je trouve ça assez intéressant que tu nous amènes là. Tu parles du Tour de Provence et à l'étape dont tu parles, non seulement les barrières n'étaient pas très sécuritaires, mais l'arrivée en ville était particulièrement, j'ai envie de dire, spectaculaire, là, mais tu sais, était vraiment pas. Il y avait beaucoup de ronds-points quand même assez dangereux. Euh, donc, il y a justement les parcours eux-mêmes. Qu'est-ce que l'UCI devrait faire? Sur quoi elle devrait réglementer avant de se pencher sur le super tuck puis les avant-bras sur le guidon? Mais tu sais, le séparateur, les séparateurs de route en ciment qu'il y avait à la fin de cette course-là, c'était comme, je sais pas, là, c'était une game de Mario Bros ou Mario Kart avec des cyclistes professionnels qui roulent à 70 Ouais. km/h. Ça n'a pas de bon sens. En fait, Tellement. tu sais, le règlement est là quand les gens, de façon naturelle, n'appliquent pas un principe de sécurité. Dans ce cas-là, les organisateurs auraient dû dire: Hey les boys, on s'est trompé, là. Ça ne marche pas notre finish. Il faut qu'on. C'est un an d'avance, mais même la dernière journée, il faut qu'on finisse 500 mètres plus tôt, il faut qu'on finisse 1 kilomètre plus tôt. On ne peut pas mettre carrément la vie des cyclistes en danger. Hey, là, c'était n'importe quoi, des virages ronds-points en ciment au milieu de la route. Il y a du monde qui ont dû s'endormir ce soir-là en se disant: Esti qu'on a été chanceux. Ça n'a aucun Charles, sens. t'as pas idée le nombre de fois qu'après les courses, on rentre dans les autobus puis on se dit, mon Dieu, je pense qu'aujourd'hui, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Tellement stressant, tellement dangereux. Les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point, quand tu es un coureur cycliste, tu arrives dans des situations, tu te dis, mais mon Dieu, la personne qui s'occupe de regarder les parcours à l'UCI, là, à Montréal, c'est Charny Motet. Charny Motet, il fait une super job à Montréal les courses Québec-Montréal que Serge Arsenault fait. La sécurité des coureurs est vraiment mise de l'avant-pied, de l'avant. Et vraiment, de toute façon, c'est dans la philosophie de Serge Arsenault, le respect, c'est le coureur. S'il n'y a pas de coureur, il n'y a pas de course. Donc, Mhm. les parcours à Québec et à Montréal sont super sécuritaires.
Mais tu arrives dans des places, là, dans la Pampa, en plein milieu de la France ou en Italie, puis tu sais pas combien de ronds-points il faut que tu traverses avant d'arriver, puis dans le dernier kilomètre, tu as des îlots directionnels, des pancartes, en Europe, ils mettent beaucoup pour éviter que les voitures se stationnent. Ils mettent des poteaux. Mais c'est pas des poteaux là, qui flexent, là. C'est des poteaux fixes. Là. Moi, j'ai mon ancien Tom Peterson qui s'est complètement éclaté. Tyler Farrar aussi complètement éclaté les rotules sur ce genre de poteaux-là. Puis leur carrière, du jour au lendemain, boum, est partie quasiment la carrière. Ça leur prend des années à revenir. Alors, les gens ne se rendent pas compte à quel point on arrive dans des situations où il y a du gravier dans le dernier virage, où on descend, puis whoop là, et finalement, ils ont changé le parcours le matin, ils ne l'ont pas dit aux coureurs. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Puis ça, la responsabilité, c'est l'UCI qui l'a. Ils font pas la job. Et les organisateurs, mais c'est l'UCI dont c'est le travail justement de l'imposer aux organisateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de... compte tenu de la difficulté d'organiser des courses, est-ce que l'UCI ne marche pas un peu trop, ou je sais pas, sur des œufs avec les organisateurs, puis qu'il n'y a pas un rapport de force là, qui est à changer aussi, tu sais, dans le sens... Puis on peut parler d'ASO, là, mais je veux dire, il y en a plein d'autres, là, les petites courses dont on parle depuis tantôt, c'est pas le géant ASO nécessairement, là, tu sais, ou l'organisation du Giro d'Italia, là, tu sais, qui sont en cause, mais des plus petites organisations qui, normalement, avec lesquelles on pourrait se permettre d'être un peu plus scrupuleux ou un peu plus baveux, là, à la limite, là. Justement, il y en a trop des courses. Il y en a trop des courses. Maintenant, avant, là, les coureurs, ils faisaient 100, 120 courses par année. Maintenant, les coureurs qui sont performants, ils essaient de réduire puis de se trouver autour de 70 courses par année. Ça arrive souvent qu'en Europe, dans les belles saisons, là, on ne parle pas pendant la COVID, mais dans les belles saisons, ça arrive souvent que les équipes, c'est pas pour rien qu'ils ont 30 coureurs, ils doivent se dédoubler, voire tripler les fronts. Donc, ça veut dire que pendant un week-end, tu as une course en Italie, tu as une course en France, puis tu as une course en Belgique en même temps. L'UCI, dans le fond, là, à mon avis, il devrait commencer à être beaucoup plus sévère, puis dire non, ta course, ça ne peut pas avoir lieu tant aussi longtemps que ton parcours n'est pas sécuritaire. Puis s'ils ont peur de perdre des courses, ben so be it, ils en perdront des courses. À un moment donné, la sécurité du coureur doit arriver bien avant l'argent monétaire puis des droits de télévision qu'ils ne partagent pas en passant. Je veux dire, à un moment donné, là, le coureur, c'est nous autres la bête de course qui sont là à risquer nos vies à chaque course. C'est pas normal qu'on soit aussi peu respecté. Puis, si justement on avait un vrai syndicat des coureurs, ça n'a pas nécessaire d'être un gars qui court. Là. Je donne un exemple. Quand l'UCI va faire le repérage de course pour approuver ou pas un parcours, comment ça se fait que tu n'as pas un représentant du syndicat du coureur qui est avec lui, puis qui dise non, ça, on court pas. Puis si tu ne le règles pas dans 2 semaines, on court pas. Il n'y aura personne à ta course. Je m'en fous que ce soit Paris-Roubaix. Soit dit en passant, rouler sur des pavés aussi, c'est dangereux. Ouais. Ça pourrait facilement être un ancien coureur, d'ailleurs, quelqu'un qui connaît le qui connaît le tabac. Là. Il faut que ce soit quelqu'un qui est à l'intérieur. Je suis d'accord avec toi, Charles. Ouais. Il n'y a pas de mentalité dans le cyclisme, là, d'homme fort, on est game de tout faire, de matamor, là, qui nuit un peu à la sécurité des courses. Puis je sais pas si j'ai raison en disant ça, mais peut-être même dans l'esprit du public, là, où on s'attend à ce que les coureurs fassent un peu n'importe quoi, là, espèce d'historique de sport de fou, là, puis c'est comme si on pouvait pas le moderniser, là. Ouais, c'est un sport de fou. J'entends, c'était mieux avant. Avant, il n'y en avait pas. On fumait des cigarettes entre les étapes, puis on se nourrissait au steak. Puis s'il y avait du caillou dans le chemin, c'était pas grave. Puis c'est plus ça, là. C'est fini. Les athlètes professionnels, vous aurez beau trouver ça bien cute, avoir le poster des 4 gars qui fument un cigare au Tour de France 1927, mais ça a changé, c'est plus ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a peut-être, comme tu dis, en tout cas, de l'extérieur, une impression de testostérone à tout prix. Là, il faut que ça fasse mal. De rendre le sport dangereux. Prenez juste l'exemple du dernier championnat. Ouais, prenez juste l'exemple du championnat du monde qu'il y a eu au Yorkshire.
Ça faisait une semaine qu'ils savaient qu'il allait avoir de l'eau. Ils se sont retrouvés avec de l'eau. Puis, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un championnat du monde, mais à cette section-là, roulez pas trop vite. C'est un championnat du monde ou c'est pas un championnat du monde? C'est ta course, l'UCI qui organise le championnat du monde, je veux dire, à un moment donné, tu sais. Non, ça a Ouais, pas ça a de sens, donné des mais images assez navrantes au contre-la-montre, entre autres. Là. Anyway. ouais, Oui, tout puis à c'est fait. ce genre d'image-là qui nuit au cyclisme. C'est pas le super talk, c'est pas de se mettre les avant-bras sur ton guidon alors que tu es un professionnel, que tu le fais à l'entraînement depuis que tu as 5 ans. Je veux dire, c'est contrôlé, ils l'ont les gars, puis s'ils se plantent, ben tabarnouche, ils vont se régler ça ensemble les gars. C'est rare que tu as un coureur qui tombe souvent, qui se le fait pas dire dans le peloton. Honnêtement, là, Frank Schleck, il tombait souvent, mais quand il arrivait pour se mettre en avant, là, le monde essayait de le dépasser tout le temps parce qu'on ne voulait pas être en arrière de Frank Schleck. Il tombe tout le temps. On est capable de régler ces problèmes-là, nous autres. Que l'UCI règle ses propres problèmes, ça fait 15-20 ans que les coureurs ont bien identifié des problèmes vraiment sérieux à l'intérieur du cyclisme, puis qui commencent à régler ces problèmes-là avant de pointer le doigt sur nous autres. J'ai comme l'impression que l'UCI veut meubler la conversation avec des faux débats pour éviter de travailler sur soi-même. C'est n'importe quoi leur affaire, j'en reviens pas, moi. Bon. Ben, ça, je pense qu'on va conclure là-dessus. À moins que Charles, que tu veuilles rajouter quelque chose avant qu'on se laisse, parce que c'était plutôt fort comme statement. Charles, t'es-tu game de finir par-dessus ça ou... En disant qu'on pourrait avoir une discussion bientôt sur les freins à disque, tiens. Ah ouais, les frères, non, non, s'il vous plaît. À part que Sprung qui n'est pas encore convaincu là, de ses freins à disque et des freins à disque en général, on va éviter d'en parler. Merci beaucoup, messieurs. Avant qu'on se laisse, j'aimerais ça vous parler d'un truc. Dans la poste cette semaine, j'ai reçu le roadbook. Euh, je sais pas, Charles, je pense que t'en as quelques exemplaires. Est-ce que tu as ça en ta possession, toi, François, les roadbooks? J'ai pas ça, non, pas du OK, tout. magnifique. Almanach Cycliste, c'est la troisième année qu'il est produit. Il me l'envoie chaque année. C'est une gang d'Anglais, donc sous la direction j'oublie son nom, Ned Bolting. Ned Et Bolting. ouais, qui non seulement est un almanach avec des résultats, mais aussi des textes. Dans ce cas-ci, un texte par Wout van Aert, un autre par Anna van der Breggen, mais aussi Alan Piper, qui est avec l'équipe de Tadej Pogacar, donc qui est son directeur sportif et qui raconte un peu cette saison folle-là, et puis le Tour de France, évidemment, là, qui a été remporté de manière extraordinaire par le jeune Tadej Pogacar. Plein de textes aussi, évidemment, sur la COVID, sur ce qui s'est passé. Un coureur sud-africain qui raconte quand il a été agressé lors d'une raid d'entraînement chez lui, dans une année, évidemment, où on a beaucoup parlé de Black Lives Matter. Donc, plein de choses comme ça qui entrent dans ce livre-là, où chaque course est détaillée, chaque étape du tour, chaque étape de chaque grand tour est détaillée, qui faisait partie de l'échappée, etc. Puis si vous êtes un auditeur de Radio Bidon ou si vous nous regardez maintenant, vous pouvez aller sur le site donc de The Roadbook et le commander. Si vous nous suivez dans les réseaux sociaux, on va vous donner un code spécial. C'est 20 bidons, 20 bidons. Quand vous commandez votre roadbook, vous avez 25% de rabais sur ce magnifique ouvrage. Donc, on les remercie de nous en faire parvenir un comme ça et d'offrir à nos auditeurs ce rabais-là. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous à cet autre épisode de Radio Bidon. François Parisien, Charles Ça fait Estigui plaisir. et Au je plaisir. À m'appelle bientôt. David Desjardins. Et oui, messieurs, à bientôt.